Bonsoir à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir. Nous sommes heureux de vous accueillir au sein de notre IAE. Comme vous le savez, la France organisera les JO 2024 à Paris. Et si elle se veut une place forte du sport français, ces derniers temps, on a constaté dans les médias que de nombreux sportifs de haut niveau ne parvenaient pas à joindre les deux bouts. C'est d'ailleurs l'objet de notre conférence. C'est pour cela que nous avons souhaité discuter autour de la thématique suivante. Quel avenir pour les sportifs de haut niveau après leur carrière ? Pour répondre à cette question, nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Madame Carole Force, Monsieur Ludovic Lemoine et notre champion de sport automobile qui ne devrait pas tarder. J'aimerais un tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Avant de les laisser se présenter, si vous avez quelques questions pendant les échanges qui vont avoir lieu, n'hésitez surtout pas à demander les micros à Myriam et Roman qui sont là-haut, qui normalement pourront vous en fournir. Si vous n'osez pas trop poser de questions et que vous voulez rester anonyme, il y a aussi un WooClap. Alors pour y accéder au lien, il sera mis sur la page Facebook de l'événement. Et les questions pourront être réutilisées à la fin de la conférence si elles n'ont pas été posées. Voilà. Donc je vais laisser Madame Carole Force se présenter. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Déjà, je voudrais dire merci de m'avoir convié à votre soirée et à cette réflexion. Je suis ravie d'être là parmi vous. Donc je vais essayer de vous raconter un peu mon histoire, enfin une histoire qui est la mienne. Donc moi aujourd'hui j'ai 51 ans. Je travaille dans le groupe Michelin depuis 24 ans et je suis actuellement donc, au service des affaires publiques France du groupe. Et donc j'ai eu une carrière professionnelle dans le sport au préalable, donc dans le basket féminin. J'ai eu la chance en fait de pouvoir faire une partie de ma carrière à Clermont-Ferrand, mais pas uniquement, et d'évoluer en première division pendant une douzaine de saisons, de jouer de manière professionnelle à ce sport, et également d'être en équipe de France pendant 4 ans à temps plein. Voilà. Impeccable. Ludovic. On va tourner avec un micro, du coup, problème technique. Ouais, je sais pas si... Ouais. C'est pas grave. Les joies du direct, ça commence. Écoutez, bonsoir à toutes et tous. Évidemment, moi aussi, également, ravi d'être là, d'avoir pu répondre à cette sollicitation de l'IAE, ce qui m'a touché à cœur, puisque je suis moi-même aussi... ancien de l'ancienne forme de cette institution qui était l'IUP Management issue de la promotion 2009, donc il y a 10 ans tout juste. Ma trajectoire à moi sensiblement différente de Carole, dans le sens où je suis toujours en activité sportive. J'ai à mon palmarès 2 médailles aux derniers Jeux paralympiques, donc argent Londres 2012 et bronze à Rio 2016. La différence étant que malgré ces beaux résultats, ces belles aventures et donc ma présence en équipe de France depuis plus de 15 ans, je suis toujours en statut amateur, donc qui fait que je travaille parallèlement à mon activité sportive, je travaille chez LCL en tant que conseiller privé. Donc voilà, on va pouvoir détailler tout ça après, c'était pour vous donner les premières idées. Impeccable. Alors pour que vous compreniez un petit peu le contexte de notre conférence, on va vous passer une petite vidéo. C'est une interview d'une judokate française, ancienne sportive de haut niveau, qui a été médaillée au JO de Rio. Du bleu et un sacré bagala à la montagne, pour ne pas dire plus. 10 000. De l'extérieur, c'est jaune. À l'intérieur, Emilian Deol livre son mal-être. La championne olympique de judo de Rio révèle hier à nos confrères parisiens son quotidien, galère et chômage. L'article fait le tour des réseaux sociaux.
Micro et caméra se tournent alors vers elle. Ça peut aller loin, ça. Oui, c'est vraiment sorti une morglante. J'en avais entendu parler, hein. Mais pour moi, là, c'est encore un peu, je ne pensais pas que ça allait m'arriver, parce que je me suis dit, c'est bon, tu as préparé ça, tu as fait des études, tu as coché des cases, tu t'es battu par terme de titre et tout. Je ne pensais pas, mais en fait, c'est dur. L'heure olympique à l'été 2016, la consécration. Malheureusement, comme pour d'autres champions avant elle, les larmes de joie ont un lendemain amer. Un burn-out d'après-jeu pour celle qui a pourtant mené de front études et sports de haut niveau pendant 12 ans. À Tignes, Émilie Andéol n'est pas seule. Aux étoiles du sport, où Boris Dio est présent avec d'autres athlètes françaises, son témoignage émeut. En 24 heures, elle trouve du travail. Je vais être utile. Je vais mettre des classes informatiques en place sur le continent africain pour les jeunes de là-bas, pour qu'ils s'ouvrent au monde à travers le numérique, acquérir les compétences en interprétation. Et je pense que ces compétences en interprétation peuvent servir au monde de l'entreprise. Il ne faut pas rester que sur la performance, disant mais c'est bon, on a nos champions, on forme nos champions, on a nos résultats et puis une fois c'est fini. Mais on les oublie quoi. Pour Émilie Andéol, l'histoire se termine bien. La lumière sur sa situation servira peut-être d'autres sportifs, médaillés un jour, oubliés ensuite, qui méritent eux aussi un après, qui chantent. Super, alors on me dit dans l'oreillette que notre champion vient d'arriver. Un tonnerre d'applaudissements pour Nathanaël Berton, s'il vous plaît. Super. C'est les joies du direct. Bonsoir. Il n'y a pas de problème. Alors installez-vous. On va vous laisser vous présenter. Eh ben, bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Et ça bouchonne à Clermont, ça arrive pas souvent, mais bon, voilà, j'étais pris dedans. Je suis très content d'être avec vous. Moi, je suis pilote automobile professionnel, toujours en activité. Et à côté, j'ai aussi monté une structure après mon master de l'ESC qui s'appelle Intelligent Drink. Et où en fait on a créé des marques, une qui s'appelle Overraid, je ne sais pas si vous avez entendu parler. D'ailleurs, je vous ai ramené des boissons, il y en aura pour tout le monde. Et une autre marque qui s'appelle All Shot, pour ceux qui aiment bien faire la fête. Voilà. Super. C'est gentil, merci. Je ne sais pas du coup si tu as pu écouter ce qui s'est passé avant, mais on a pu voir le témoignage d'Émilie Andéol, qui a parlé donc de son cas. Est-ce que, donc la première question qui nous vient, c'est est-ce que c'est un cas isolé ou un cas récurrent parmi les sportifs de haut niveau, ce qu'elle a pu raconter? Du coup, j'ai pas trop suivi. T'as pas pu? Ouais. Alors on va donner la parole à Madame Force ou Monsieur Lemoine. Alors je ne sais pas si c'est un cas isolé, parce que les sportifs finalement de haut niveau, dès qu'ils arrêtent leur carrière, on en entend moins parler, ils sont moins sur la scène médiatique. Donc ce qui est en fait frappant dans son témoignage, c'est que finalement, alors je ne sais pas exactement son cas ou sa situation, mais une jeune femme comme elle, qui est diplômée, qui est championne olympique, c'est quand même très surprenant qu'elle ne trouve pas de débouché professionnel. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que finalement elle a suffisamment anticipé pendant sa carrière sportive pour trouver un emploi, ou si au contraire elle a attendu d'avoir terminé sa carrière pour être en recherche d'emploi. Et si c'est le cas, effectivement, c'est certainement plus compliqué. Oui, effectivement, j'avais vu le fameux article du Parisien dont il est relaté dans le reportage. Au moins, du coup, j'ai appris là en voyant la vidéo qu'elle a trouvé du travail, donc bon, c'est bien pour elle que ça se termine bien et rapidement comme cela. Alors c'est vrai qu'elle a... Alors dans l'article du Parisien, elle disait qu'a priori qu'elle avait quand même fait des bilans de compétences, qu'elle a fait quelques démarches. Bon, je sais pas comment elle les avait menées. Après, je sais que c'est vrai aussi.
là ne pas du tout trouver de travail, c'est vrai que c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est vrai que quand on est sportif de haut niveau, on est tellement, on va dire, au centre d'un projet sportif, avec du monde autour de soi, et on est reconnu pour notre ultra spécialité dans notre discipline. Et c'est vrai que ça heurte un peu à côté quand on se retrouve dans un autre contexte professionnel où on a la ramasse complet parce qu'on n'a pas la maîtrise des processus, du métier auquel on peut être confronté. Donc et autant, on va dire, l'inclusion des sportifs dans le monde professionnel, ça, je pense que c'est aussi une grande dépendance, c'est vraiment une question de volonté politique, avec certains dirigeants d'entreprise qui vont souhaiter se mettre dans ce mouvement-là et reconnaître aussi pour le savoir-être du sportif qui peut apporter à une équipe professionnelle. Mais à côté de ça, on peut être aussi amené à être confronté à certains dirigeants dont eux, le but c'est de faire tourner la boutique le plus vite et le mieux possible, et on dit qu'ils n'ont pas envie de s'encombrer d'un sportif qui doit être formé au process de l'entreprise. Alors moi, il y a un terme qui m'a choqué dans son interview, elle parle de mort lente. Est-ce que vous êtes pour certains encore en activité, Carole, vous avez terminé. Est-ce que pour vous, vous avez ressenti ce sentiment de mort lente à la fin de votre carrière? La transition a-t-elle été compliquée? Et pour ceux qui sont encore en activité, donc Ludovic et Nathanaël, est-ce que l'après-carrière vous fait peur? Et est-ce que le manque de votre sport vous inquiète? Allez, je me lance. Pour ma part, moi j'ai... en fait, il y a plusieurs catégories dans le sport automobile. Donc toute ma jeune carrière, on va dire, j'ai fait toute la filière monoplace jusqu'à la Formule 1, où j'étais pilote de réserve, troisième pilote. En fait, c'est celui qui fait tout ce qu'on voit pas à la télé, mais il y a beaucoup de travail. Et puis malheureusement, j'ai pas eu l'accès à la F1, donc il a fallu que j'aille dans d'autres catégories. Ça, c'était déjà assez dur, parce que quand on travaille beaucoup et qu'on est très très proche, on va dire, du Graal, entre guillemets, c'était un petit peu dur, mais bon, il y a d'autres championnats du monde qui sont aussi très très satisfaisants, dont les 24 heures du Mans. Et c'est un autre objectif en fait que je me suis mis tous les matins. Après, dans mon parcours, on va dire sportif, c'était assez atypique dans le sport automobile, de faire des études. Désolé, j'ai du mal à mettre. Ça va passer. Et du coup, moi j'ai eu la chance de faire un master, et à la suite de ce master, j'ai créé ma structure. Voilà. Super. Carole ou Ludovic, une réaction? Alors moi j'ai pas ressenti cette notion de mort lente, parce que en fait moi j'ai eu conscience très rapidement, très jeune, que le sport de haut niveau en fait c'est quelque chose d'éphémère. Que c'était quelque chose donc du coup qui n'allait pas durer, et que je devais vraiment anticiper, préparer ma reconversion professionnelle. Donc du coup j'ai fait le choix de faire mes études, ensuite de me consacrer effectivement de manière professionnelle à ce sport, mais en gardant quand même toujours un contact et un pied avec le monde du travail, parce que je crois que quand on coupe en fait à la fin de ses études et qu'on atterrit dans le monde du travail 10 ans ou 15 ans après, ou même à l'âge de 35 ans, c'est juste surréaliste, parce que tout va très vite, le monde de l'entreprise va très vite, et on est complètement déconnecté, et j'ai envie de dire c'est très difficile de rattraper ce train-là qui est vraiment lancé à toute vitesse. Donc moi mon choix ça a été de garder le contact avec le monde du travail, tout en pratiquant, tout en m'entraînant, voilà. Ça n'a pas toujours été simple, c'est un choix, mais ce qui m'a permis en tous les cas de ne pas être trop déconnecté, et donc à un moment donné j'ai aussi fait le choix d'arrêter l'équipe de France au bout de 4 ans, tout simplement parce que j'ai estimé en avoir fait le tour, j'avais fait toutes les compétitions que j'avais envie de faire, et donc je me suis dit recommencer pour recommencer, ça va me mener où? Et donc j'ai fait le choix à ce moment-là de me consacrer à ma reconversion professionnelle,
Et donc, c'est à ce moment-là que je suis rentrée dans le groupe Michelin. Et ma carrière aussi professionnelle, enfin ma vie de sportif, pardon, m'avait ramenée sur Clermont-Ferrand également à ce moment-là. Et donc, ce sont des choix que j'ai faits. J'ai toujours eu, en fait, en arrière-pensée que cette vie était une vie de sportif, est une vie quelque part précaire. Alors, on va pas parler d'argent tout de suite en tout cas, mais j'ai envie de dire il y a des sports effectivement de haut niveau où on gagne très très bien sa vie. Je ne sais pas si on peut très très bien gagner sa vie et ne jamais penser travailler une seule fois dans sa vie. J'en suis pas du tout certaine, quel que soit le sport. En tout état de cause, c'était précaire parce qu'à un moment donné, ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain, une blessure, et c'est terminé. On n'est pas seul, il y a de la concurrence, il y a des jeunes qui arrivent. C'est compliqué d'y arriver, mais c'est encore plus dur de se maintenir. Et donc, à un moment donné, il faut pas se leurrer, ça va s'arrêter. Donc, autant l'anticiper, autant être prêt, et j'ai envie de dire d'amortir finalement la fin de carrière sportive. Alors, pour ma part, donc à différence, du coup, la question moi ne s'est jamais posée puisque je n'ai jamais été une seule minute professionnelle vraiment au sens propre du terme. Donc moi j'ai toujours eu une activité professionnelle en parallèle, donc je suis pas spécialement effrayé par ce côté de petite mort d'après-carrière, puisque moi la différence sera juste de travailler vraiment à temps plein toute l'année dans l'entreprise, à la différence de où actuellement donc je travaille et bénéficie de détachement pour faire mes entraînements et compétitions. Néanmoins, c'est vrai qu'on passe par différentes étapes. Donc même si moi, ça n'a pas été de l'or de remporter l'argent à Londres, moi, comme je disais, moi, ça a été mon Graal, mon rêve de gosse qui s'est accompli. Donc je suis sorti des Jeux de Londres. Déjà, quand je regardais du coup les Jeux valides de Londres et quand je voyais tous les athlètes qui disaient à la télé, qui est interviewé à la descente du podium, qui disait je réalise pas, c'est fabuleux et tout. Je me disais c'est pour la télé qui dit ça, c'est pas possible, c'est bon, c'est de la com, mais en fait vraiment je peux vous dire, quand je suis revenu de Londres, j'ai mis 3 mois à réaliser que j'étais vice-champion paralympique. Pendant 3 mois, dans ma tête, j'étais médaille d'argent aux Jeux paralympiques, oui, mais je faisais pas le lien. Donc déjà, une fois le rêve de gosse accompli, qu'est-ce qu'il peut y avoir après? Comme tu me disais, Carole, effectivement, quand on se dit qu'on a un peu fait le tour de la question, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de plus? Moi, du coup, ce qui m'a remotivé, moi, c'était de me consacrer un peu à ceux qui m'entouraient. Du coup, donc, j'ai été élu par mes pairs capitaine de l'équipe de France sur l'Olympiade 2013-2016. Donc, du coup, j'ai continué le côté sportif et en même temps, j'ai fait mon possible pour accompagner mes coéquipiers au mieux dans la relation avec la fédération, dans l'accompagnement des jeunes. C'était ma façon un peu de passer un peu le flambeau. Mais c'est vrai que pour le coup, les Jeux de Rio ont nécessité une préparation telle que du coup j'ai vraiment mené la préparation des Jeux de Rio sur les rotules, où vraiment j'avais qu'une envie, c'était de faire les plus beaux jeux possibles et derrière de couper. Je voulais vraiment prendre ma retraite et j'ai eu un passage très très compliqué dans l'année qui a suivi Rio. Tout s'est entrechoqué sur le côté personnel, professionnel. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont entrechoquées. Je tenais bon parce que j'avais les Jeux de Rio en ligne de mire et je me raccrochais à cet ancrage-là. Mais une fois que les Jeux sont passés, que je me suis retrouvé chez moi dans le canapé avec les complications qui s'étaient accumulées, que je n'avais pas pu gérer, et cet objectif qui n'était plus là, ça a été beaucoup... vraiment très difficile à gérer, et heureusement du coup qu'il y a eu on a pu prendre le temps de trouver des solutions, d'avoir des personnes de l'entourage qui ont su venir apporter ce qu'il fallait pour que ça relève la situation, parce que
ça aurait pu exploser, effectivement. Vous avez parlé de précarité, j'ai entendu tout à l'heure. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, dès qu'on parle de sportifs de haut niveau, tout de suite on associe cette idée à grosse somme d'argent. Est-ce que vous auriez pu vivre ou vous pourriez vivre uniquement et exclusivement de votre sport ? Non, pas du tout. Pour le basket féminin en tout cas, et à l'époque où moi je le pratiquais, c'était pas le cas. Certes, on avait une rémunération, on n'avait pas à se plaindre à ce moment-là, mais c'était pas fait pour durer effectivement toute la vie. Donc il était important de préparer l'après-basket, l'après-sport. Et moi par exemple, j'évoquais tout à l'heure le fait que j'avais fait le choix de préparer ma reconversion avant d'arrêter ma carrière de sportif de niveau. Malgré tout, j'ai quand même arrêté l'équipe de France, comme j'ai évoqué, quand je suis rentrée en fait, dans le groupe Michelin. Donc vraiment que j'ai abordé le virage important de ma reconversion professionnelle. Mais à ce moment-là, j'ai quand même travaillé pendant 8 ans chez Michelin, en m'entraînant 2 fois par jour, sans aménagement d'emploi du temps, et en jouant 2 matchs par semaine, et en prenant les vacances pour me préparer les mois d'été. Voilà. Donc, quand on raconte ça aujourd'hui, je ne sais pas quel effet ça fait, mais je veux dire, bon, je crois qu'à un moment donné, il faut aussi savoir ce qu'on veut, il faut aussi savoir se donner les moyens et faire des choix. Moi, c'est vrai que partir en vacances, je ne savais pas ce que c'était. Parce que finalement, toutes les vacances, c'est on va s'entraîner, c'est les stages, voilà. Aller au cinéma le samedi après-midi avec les copains et les copines, pareil, je ne sais pas ce que ça voulait dire. Donc, c'est vraiment aussi une vie très particulière, une vie très, très à part. Quand on fait ces choix-là, effectivement, on se consacre à ça et ça devient un objectif. Mais ce sont des choix, j'ai envie de dire, et un choix par définition, c'est renoncer à quelque chose. Voilà, donc je pense qu'il faut vraiment avoir une réflexion, savoir ce qu'on veut, ce pourquoi on est fait, qu'est-ce qu'on attend, jusqu'où on veut aller, et à partir de là, l'horizon s'éclaircit. Mais c'est vrai que si on n'anticipe pas, si on ne fait pas les choses, je pense que quand on arrive, en fait, on existe parce que on a des performances, on est performant sur un terrain, quel qu'il soit. Mais à un moment donné, il faut bien se dire, c'est de la poudre aux yeux. La réalité, c'est que ça va s'arrêter. Et donc, la relève arrive. Et à ce moment-là, les supporters, les présidents, les instances fédérales, en fait, se tournent vers les nouveaux qui arrivent. Et c'est la vie et c'est normal. Il faut juste l'avoir bien en tête, pas se croire d'abord immortel. Hein, on est tous mortels, on ne sait pas quand, enfin voilà, on est tous mortels. Je crois que le sport, c'est pareil. Donc, je crois que c'est important, vraiment, d'anticiper sa reconversion professionnelle pendant qu'on est en activité et anticiper aussi pour faire ses études et ne pas attendre d'avoir 30 ans ou 25 ans pour se dire, bon, qu'est-ce que je peux faire comme étude pour pouvoir trouver un job. Pas tous à la fois, tout le monde va passer. Ouais, oui, du coup, moi après, c'est vrai que oui, je reviens au fait que oui, sur la rémunération, de toute façon, effectivement, c'est dans la situation, c'est vite vu. Sans limite, dire, moi, je peux vous donner de toute façon, moi, les chiffres, ils se trouvent sur Internet, hein, donc c'est pas un mystère. Les 2 uniques fois où j'ai gagné de l'argent par mes résultats sportifs sont les Jeux de Londres, enfin les Jeux paralympiques. Donc, avec la médaille d'argent, j'ai gagné 20 000 euros, imposables, précise. Et à Rio, 13 000 euros. Voilà, ce sont les 2 uniques fois où j'ai gagné de l'argent. Donc déjà, par exemple, si on prend la médaille de Rio, je m'étais bien regardé, compté vite fait, si on fait 13 000 divisé par 48 mois, ça donne 270 euros par mois. Voilà pourquoi j'ai travaillé. Et sinon, donc, hormis pour me concernant, toute autre médaille que j'ai pu faire, championnat du monde, championnat d'Europe, Coupe du monde ou quoi, je n'ai jamais eu un seul centime par ces résultats en tant que tel. À chaque fois, on est content d'aller au bout de son objectif, on est fier, on descend du podium, l'entraîneur nous met une bonne tête dans le dos, il dit c'est bon, t'as bien bossé, tu te reposes une semaine et on y retourne. Voilà. Donc voilà, ça s'en tient là. Après, je rejoins Carole, effectivement, effectivement, c'est un choix de vie qui est particulier, effectivement, avec tous les nombreux entraînements,
les choix de vie à faire effectivement sur les activités, sur aussi des fois ça nous contraint à s'éloigner de certains de nos amis, parce que des fois j'ai été invité à des mariages, j'ai pas pu y aller, j'ai été à des événements importants pour des amis, je n'ai pas pu y aller, et après on va dire quelque part ça fait un peu le tri dans l'entourage aussi, parce que c'est des personnes que malgré nous on perd de vue parce que voilà, comprennent pas qu'on ne soit jamais disponible, et maintenant voilà, faut qu'on aille au bout de son choix. Après pour moi mon cas, c'est vrai que donc pareil, le volume d'entraînement a été très chargé. J'ai eu la chance d'avoir un peu plus, j'ai la chance d'avoir mon employeur LCL qui m'aide, qui me détache des parts importantes pour pouvoir faire les entraînements. Donc ça, c'est un gros avantage. Maintenant, à côté de ça, le fait est que je suis sur mon circuit un des derniers athlètes non professionnels. J'ai face à moi, même dans l'escrime handisport, les Chinois sont pros, les Russes sont pros, les Ukrainiens sont pros, les Italiens sont pros. Voilà, ce qui fait que au bout d'un moment, ça devient compliqué à suivre. Ouais, je pense que on réalise pas que chaque sport est complètement différent. Si on prend le football, c'est complètement démesuré. Je parle de rémunération évidemment. Et malheureusement, on va dire que 95% des sports sont pas forcément professionnels. Et c'est très compliqué. Il y en a beaucoup qui travaillent à côté. On voit souvent des champions olympiques qui ont un métier, qui tous les jours vont au boulot et aussi à l'entraînement. Et je pense que c'est juste des gens qui sont ultra motivés, qui ont un objectif dans leur vie. Et moi, c'est ce que je dis toujours. Si un jour je me lève et que j'ai plus d'objectif, ça sert à quoi? Voilà. Donc, je trouve ça dans le sport. On peut trouver ça aussi dans le travail. On peut trouver ça dans plein de choses. En fait, pour moi, c'est une motivation, c'est une façon de vivre, d'avoir un objectif, essayer de réaliser quelque chose que... J'ai la chance d'être dans un sport où on peut bien gagner sa vie, et j'ai la chance de faire partie de ceux qui gagnent leur vie dans le sport automobile. Je sais que ça ne va pas durer très longtemps, ou en tout cas pas jusqu'à 60 ans. Donc, ouais, peut-être plus de piles, je sais pas. Et du coup, moi j'ai préparé ça, j'ai continué les études. Je pense que c'était important pour la construction aussi de ma carrière, la façon de communiquer avec les médias, de comprendre aussi le monde de l'automobile. Quand on parle avec un constructeur automobile, faut aussi comprendre pourquoi ils font ça, etc., etc. On demande aussi beaucoup de choses à un pilote. Et puis à côté, voilà, j'ai voulu créer ma structure, donc quelque chose auquel je crois, auquel j'ai plaisir à travailler, à développer. Et voilà, en fait, je pense que dans la vie, il faut se faire plaisir avec des objectifs, et c'est comme ça que je vois les choses. Super, je rebondis un petit peu sur ce qui a été dit. Vous avez parlé d'aménagement, un petit peu de précarité, pas forcément avoir de revenus concernant vos réussites sportives, mis à part pour vous, Nathanaël. Mais avez-vous bénéficié de dispositifs vous permettant de pratiquer votre sport parallèlement à votre vie professionnelle, ou même dans vos études, pour vous, Nathanaël, si ça n'a pas été le cas professionnellement, vu que vous pouvez en vivre, des dispositifs, et si oui, lesquels vous permettant d'allier votre vie professionnelle et votre vie sportive, que ce soit dans le pro ou dans les études? Pour ma part, déjà, ça a commencé très tôt pour moi, parce que déjà, 11-12 ans, je voyageais partout en Europe pour les compétitions. Donc il fallait bien aller à l'école, donc il y avait des solutions à trouver, d'aménagement scolaire. Ça n'a pas toujours été facile, parfois il y avait des personnes qui comprenaient, d'ailleurs qui m'aidaient, certains profs, etc. D'autres fois c'était plus compliqué, beaucoup plus compliqué, mais voilà, après il y a des statuts en fait sportifs de haut niveau, donc ça dispense en fait, ça autorise on va dire à louper des cours. Par contre après il faut les rattraper évidemment, on passe les mêmes diplômes que tout le monde. C'est ce que je dis, faut avoir l'objectif, si on veut réussir, faut s'en donner les moyens. Après, dans le sport, il y a d'autres structures qui existent, en tout cas dans le sport automobile, toutes
c'est un sport individuel, donc il faut savoir bien s'entourer, mais la fédération, pour certains pilotes, et c'est là où c'est un petit peu difficile, moi j'ai eu la chance d'en bénéficier avec l'équipe de France, mais on n'était que 5, donc voilà, c'est 5 par an à peu près, que ce soit en karting ou en automobile, en circuit, enfin même en automobile général. Donc là on avait évidemment une structure, kiné, nutritionniste, préparateur physique, etc. Donc évidemment c'est un avantage, mais dans tous les cas je pense que il faut se débrouiller aussi soi-même. Moi j'ai fait souvent mes entraînements en fait, c'est pas que je les faisais tout seul, mais en tout cas je sais à peu près ce que j'ai besoin avec l'expérience, etc. Donc j'essaye aussi de me prendre en main, j'attends pas que les gens me tendent la main évidemment, mais je pense qu'on pourrait améliorer beaucoup de choses pour tous les sportifs. Je parle des 95% des sports qui n'ont pas forcément l'argent du foot ou du rugby ou du tennis, enfin voilà. Ça passera peut-être par les fédérations ou autres, mais je pense que c'est important d'être bien encadré, et pour ma part je trouve qu'on n'est pas assez encadré. Moi, je voulais juste préciser, quand j'évoquais tout à l'heure la précarité, c'était pas une précarité au sens où on est malheureux, on n'a pas de quoi vivre. C'était précarité au sens une situation précaire, un statut précaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça allait s'arrêter. Voilà, je voulais juste lever le doute s'il y en avait un sur cette terminologie. Ensuite, en termes d'accompagnement, donc moi, ce que j'ai vécu, on avait, alors au niveau sportif, on a toujours été très bien encadré. D'un point de vue études, il y avait des propositions, par exemple, de passer le bac en décalé pour avoir un peu plus de temps pour le préparer, si on avait une compétition par exemple internationale, d'avoir un bac plus 2 en 4 ans au lieu de le passer en 2 ans, etc. etc. Pour mon cas personnel, en fait, je pense que j'ai toujours été animée par un peu un sentiment d'urgence, donc j'ai pas eu envie de passer mes diplômes en 4 ans quand je pouvais les passer en 2 ans, voilà, ni décaler. J'étais avide de les passer le plus rapidement possible, et voilà, donc je n'ai pas bénéficié en fait de ces structures-là. J'avais également la possibilité sur Clermont-Ferrand à l'époque, pour resituer le basket féminin, il y avait quand même 3 clubs qui évoluaient en première division. Donc il y avait la SM, il y avait le CUC bien sûr, et il y avait le Stade Clermontois. Aujourd'hui, il n'y en a plus aucune qui est à ce niveau-là. Mais juste pour rappeler que c'était quand même une ville de basket féminin, culturellement et historiquement parlant. Et qu'à cette époque-là, effectivement, il y avait des dispositifs qui étaient mis en place. Je pense notamment au lycée Jeanne d'Arc, où il y avait un sport-études basket. Donc on pouvait effectivement bénéficier d'aménagements, d'horaires au niveau de ces cours. Moi j'étais au lycée Jeanne d'Arc, mais j'étais pas dans ce dispositif, puisque étant licenciée à l'ASM, qui était située à cette époque-là, où est située la caisse d'épargne actuellement, donc place de Lille, donc pas très loin, il n'y avait que l'avenue de Grande-Bretagne à monter pour se retrouver dans la salle de basket. En fait, je bénéficiais déjà de toutes les structures avec mon club pour pouvoir m'entraîner, et étant local, je n'avais pas besoin d'être dans un internat. J'ai eu la chance de vivre à cette époque-là le basket féminin à Clermont. Sinon, je pense que si j'avais été... si c'était aujourd'hui, je ne serais certainement plus à Clermont, donc du coup, forcément, peut-être dans un internat, et peut-être que ma vie aurait été complètement différente. Mais ça, seul Dieu le sait. Oui, de toute façon, moi, je vais rejoindre un petit peu ce qu'ont déjà dit Nathanaël et Carole. De la même façon, moi aussi, on m'a proposé des dispositifs de la même façon dans les études pour les cours, pour les partiels. Donc effectivement, j'ai bénéficié du coup de ces dérogations d'absence, de ces possibilités de rattrapage d'épreuves quand c'était nécessaire. Comme Carole, pareil, les diplômes à passer en 4 ans au lieu de 2, ça ne me branchait pas non plus. Pareil, je préférais boucler le sujet le plus vite possible. Donc pareil, j'ai pas non plus recours à ces dispositifs-là. Moi, vraiment, ce qui m'a aidé, et aujourd'hui encore qui m'aide le plus, ce sont donc ces fameuses conventions d'insertion professionnelle, les fameuses CIP, qui permettent donc aux sportifs de haut niveau référencés sur les listes du ministère de bénéficier de temps de travail détaché pour le côté sportif.
Très concrètement, moi, pour cette année 2019, j'ai bénéficié auprès de mon employeur de 30% aménagé, c'est-à-dire que 30% du temps de travail qui était j'étais censé passer au bureau, je le passais en compétition ou en entraînement sans avoir à subir de perte de salaire. Ce qui est du coup déjà en soi très confortable parce que ça permet de partir en déplacement, la tête libérée et de pas se dire si je pars 15 jours, du coup j'ai qu'un demi-salaire et du coup ça deviendrait ingérable. Donc heureusement qu'il y a ces dispositifs-là. Petit Natana, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de sportifs dans ces situations-là. Alors petit à petit, les choses s'améliorent. J'ai vu passer, il y a eu une enquête qui avait eu lieu, je ne saurais plus vous dire comment, mais qu'a priori que la moitié des athlètes valides qui ont fait les Jeux de Rio gagnaient moins de 500 € par mois. Donc ça montre bien qu'au-delà des grandes têtes d'affiche qu'on voit sur les Jeux et même de la splendeur d'un événement comme celui-là, ça cache des situations au quotidien qui sont très difficiles pour les athlètes à mener au fil du temps, quoi. À côté de ça, il y a aussi, je sais, des dispositifs qui ont lieu en ce moment par les directions régionales Jeunesse et Sport mettent en place des ateliers pour accompagner les sportifs aussi, pour proposer justement des ateliers sur l'entrepreneuriat, sur la rédaction de CV lettres de motivation. Voilà, je sais qu'il y a des choses qui se font. Bon, étant moi-même actuellement en bonne situation professionnelle, je n'ai pas nécessité à recourir à ces choses-là, mais elles existent aussi, effectivement. Alors là où je ne sais pas ce que ça va donner pour la suite, c'est que assez récemment, au printemps dernier, il y a l'Agence nationale du sport qui a été créée, qui rend, alors je n'ai pas tous les détails techniques, mais qui remplace l'ancien comité national pour le développement du sport, un certain nombre d'instances sportives qui étaient en place depuis des décennies. Cette agence nationale du sport ayant pour vocation de développer, d'améliorer la vie des sportifs de haut niveau. Par contre, le but étant d'aller vers une élitisation de notre sport de haut niveau. Ça peut être aussi, si on met le curseur de ce côté-là, ça peut être au détriment aussi du côté sport pour tous, et c'est un certain nombre d'actions de développement plus, entre guillemets, plus basique au niveau sportif qui risquent d'en pâtir. Mais bon, après, ça, ce sont des choix. Là, pour le coup, je ne vais pas intervenir là-dedans. Vous avez parlé de... Tout le monde a parlé, c'est bon? Vous avez parlé de choix tout à l'heure, qui s'apparentaient presque même à des sacrifices au quotidien. Est-ce que vous vous êtes pas demandé si votre carrière professionnelle allait être faite, votre carrière sportive, pardon, allait se dérouler au détriment de votre carrière professionnelle, que l'une allait prendre le pas finalement sur l'autre? Question difficile, visiblement. Pour ma part, en fait, c'est très simple. Ma carrière professionnelle, c'est ma carrière sportive. Donc, c'est comme ça que je la vois, c'est comme ça que j'essaye de... Je fais des choses à côté, mais très honnête, c'est au cas où il se passe quelque chose, parce que c'est quand même un sport à risque. Maintenant, très honnêtement, moi, je suis professionnel dans mon sport et je m'implique à 100% dans mon sport. Il y avait aussi une autre... C'était est-ce que l'une ne prend pas le pas sur l'autre, mais au début de la question. C'était durant votre carrière, ne vous êtes-vous pas demandé si l'une allait prendre le pas sur l'autre, en gros? Le fait que vous soyez aussi investi peut-être dans votre carrière sportive, comme vous avez dit que c'était justement éphémère tout à l'heure, si l'après-sport n'allait pas être compliqué pour vous. On avait parlé de sacrifice. Ah oui, voilà, tu avais parlé de ça. Et en fait, oui, c'est une vie de sacrifice, mais en fait, quand on a le résultat à la fin, le sacrifice, en fait, c'est rien par rapport au résultat. En fait, c'est tellement bon en fait de réussir son objectif que on sait pourquoi après on se lève tous les matins.
c'est une vie, en tout cas pour moi, très solitaire, qui est dans un sport individuel. Peut-être un sport collectif, c'est différent, mais sport individuel, on croit que c'est sympa d'aller voyager, machin, aller sur les courses. Mais en fait, c'est aéroport, hôtel, circuit, et basta. Il n'y a plus rien d'autre. On connaît beaucoup de gens. C'est bien d'entrer avec beaucoup de gens, mais il y a très peu d'amitié en fait, et c'est une vie très très individuelle, entre guillemets, solitaire. Et ça c'est plutôt compliqué. Moi je suis quelqu'un qui aime bien être assez ouvert avec les gens, etc. Mais à un moment donné, le sport de haut niveau, il n'y a pas trop le choix. Voilà, il y a un petit groupe d'amis qui sont toujours là, mais on les voit pas souvent. Donc ça c'est je vais dire la chose la plus compliquée pour moi en tout cas au quotidien, parce que je suis pas souvent chez moi. Mais encore une fois, voilà, quand on a un objectif et qu'on veut le réussir, il faut s'en donner les moyens, et ça passe par là. Et après, s'il y a le résultat, on oublie tout. Ouais, c'est encore mieux. Moi, je préfère le mot choix au mot sacrifice, parce que, en fait, je pense que, encore une fois, si on a la réflexion et si on sait ce qu'on veut, à un moment donné, ça amène à faire des choix. Et forcément, un choix, c'est renoncer à quelque chose. Donc, mais pour moi, c'est pas sacrifier quelque chose, c'est avoir décidé de quelque chose. Et il vaut mieux être acteur de sa décision plutôt que de subir une décision. Donc, en partant de là, pour mon exemple personnel, quand j'ai finalement fait le choix d'arrêter l'équipe de France, c'était un choix en me disant aujourd'hui, je jouais en première division, j'étais en équipe de France et j'allais rentrer dans un grand groupe avec, j'allais dire, un vrai job. Hein. C'était pas un job à mi-temps, c'était pas un job où je pouvais arriver en retard, où je pouvais... Donc, moi, mon envie, mon aspiration et mon choix à ce moment-là, c'était vraiment de construire ma carrière professionnelle. Donc, à partir de là, je savais que l'équipe de France, j'allais pas y revenir. Mais j'avais fait le tour et j'avais fait un choix. Donc, à un moment donné, je continuais à avancer. Et mon choix, c'était d'aller vers ma reconversion professionnelle et donc de réussir cette reconversion professionnelle. Et en plus, moi, j'avais choisi d'avoir une reconversion professionnelle en dehors du milieu sportif. Parce que, évidemment, il est bien plus confortable de se reconvertir dans son environnement sportif. Parce qu'imaginez-vous, un sportif, finalement, il est médiatisé. Je parle de haut niveau, hein. Il est médiatisé, donc il est connu, voire reconnu. Il existe. On s'occupe de tout pour lui. Il est complètement assisté au quotidien. Il ne réfléchit même pas quelle couleur du maillot il va prendre pour s'entraîner, puisqu'on a pensé pour lui. On lui dit tel jour c'est le bleu, tel jour c'est le rouge, etc. etc. Et donc, à un moment donné, tout cet environnement-là fait que c'est vachement confortable. Vous n'avez pas envie d'en sortir. Pourquoi en sortir? Vous arrivez dans la vraie vie et on vous dit, attendez, vous êtes qui? Vous avez fait quoi? D'accord? Donc déjà, il faut avoir l'humilité d'accepter cette situation, cette remise en question, et de redémarrer à zéro. C'est pas facile. Donc encore une fois, c'est un choix, mais c'est un choix qui parfois est compliqué. Ou du moins qui peut être difficile parce que vous rentrez à nouveau dans une phase quand même d'apprentissage du monde du travail. Il faut se lever tôt, il faut s'habiller, pas en survêt. Il faut se laver, il faut se maquiller un peu, pour les femmes. Voilà, vous ne pouvez pas arriver comme ça, pas coiffé, pas peigné. Et on attend quelque chose de vous, c'est-à-dire on attend une prestation, on attend aussi une performance dans l'environnement professionnel. Donc le fait aussi de choisir sa reconversion en dehors du milieu sportif est aussi quelque chose qui n'est pas forcément un choix facile, puis ça reste un choix. Donc tout dépend également, je pense, la situation ou l'orientation qu'on prend pour sa reconversion. Et je ne veux pas revenir en arrière, faire un rétropédalage, mais quand on parlait aussi des aides ou des accompagnements, etc., c'est vrai que quand vous êtes dans une filière fédérale, par exemple, pour vous convertir dans le milieu sportif, vous avez effectivement pour des diplômes d'entraîneur, etc., des facilités, hein, j'allais dire, pour passer ces diplômes-là. On vous accompagne, on vous aide, voilà. Et vous êtes connu, encore une fois, quand vous arrivez, on vous connaît, vous avez un nom. Voilà, donc pour répondre à votre question, à un moment donné, donc pour mon cas personnel, du coup, quand vous choisissez cette reconversion et que j'ai arrêté donc l'équipe de France, à un moment donné, il y a un équilibre qui se crée pendant quelques années. C'est pas forcément
le professionnel qui prend le pas sur le sportif. Mais à un moment donné, ça bascule au bout de quelques années, bien évidemment, vers le professionnel. Et j'ai envie de dire heureusement, parce que c'était aussi le choix et c'était la voie de l'avenir pour moi. Alors du coup je vais juste rebondir sur ce que Carole vient de dire. Non mais je trouve que ce qui est super sympa, je trouve qu'on a tous les trois des profils très différents, donc on a vraiment des situations à vivre qui sont vraiment pas et tous les mêmes, donc c'est ça qui est super marrant. Moi du coup la différence, donc c'est vrai qu'effectivement beaucoup entendu parler de ce confort du sportif, de la vie sportive professionnelle ou quoi, que moi personnellement je n'ai jamais vécu, puisque du coup donc, j'ai toujours eu à être beaucoup plus terre à terre sur tous ces aspects-là. Je renchéris même en disant que grâce à mon club et à la fédération depuis 6 mois, on arrive enfin à s'en sortir sur les budgets, mais moi concrètement, chaque année, je dois me débrouiller pour lever 20 000 euros pour fonctionner. Et donc voilà, à chaque début d'année, et là je vous parle, je ne sais pas, est-ce qu'on va bien avoir les financements pour 2020, concrètement, je ne le sais pas. Donc voilà, et je me gère tout de A à Z, dans le sens où moi, je me suis toujours... c'est moi qui me prends mes billets d'avion, mes billets d'hôtel, qui me fait ma valise, qui me fait mes fiches de frais, qui organise tout de A à Z, qui monte les dossiers de sponsoring. Enfin voilà, je fais la démarche complète, donc j'ai pas ce cocooning mais qui est très appréciable, c'est sûr, oui, quand on est dedans. Moi, à côté de ça, par contre, moi j'ai toujours été très attaché. On va dire moi au triangle vie sportive, vie professionnelle, vie personnelle. Pour moi, on peut être bien dans sa peau que si ce triangle-là est respecté. Et du coup, donc, je suis tout à fait d'accord avec Carole sur la notion de choix à faire. Mais pour moi, j'ai eu à confronter à certains choix vers le côté sportif, professionnel, si je sentais que ça allait vraiment trop déséquilibrer ce triptyque, je préférais chercher d'autres solutions parce que pour moi, concrètement, un cas concret, on m'a proposé d'aller m'entraîner sur Paris, d'aller à l'INSEP, mais dans des situations où pareil, pour le coup, on me disait tout est c'est bon, j'ai tout calé pour toi, de toute façon le lundi tu vas bosser là, et puis de 18h à 21h t'es entraînement là, le mardi c'est comme ça, le mercredi pareil, le vendredi nanana. Et à un moment, je disais, mais est-ce qu'il y a un moment j'ai un tout petit peu de temps pour moi pour vivre? Ouais, non, mais il faut savoir ce que tu veux, de toute façon c'est la carrière en tout, sinon tu n'y arriveras jamais. Oui, mais si c'est pour être déraciné, loin de tous mes proches, et à ruminer des pensées sombres tous les soirs dans ma chambre d'INSEP, je me dis c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc pour moi, c'est vraiment les choix que je fais ont toujours j'ai toujours essayé de mener ma barque du mieux en respectant ces trois principes-là. Donc pour répondre à la question, je pense qu'effectivement sur mine de rien, que j'ai quand même une carrière de long terme, puisque du coup j'ai commencé le haut niveau à 17 ans en 2003. Vous voyez, j'ai 33 ans, j'y suis toujours, avec les Jeux de Tokyo en ligne de mire. Pourquoi pas Paris 2024 derrière, à voir, je sais pas encore. Mais c'est sûr que oui, pendant ce temps où je me fixe des objectifs sportifs, le boulot, alors j'ai un job très prenant avec des clients qui me sollicitent, des dossiers à gérer et tout, c'est important. Mais à côté de ça, c'est sûr que la perspective de carrière professionnelle en tant que telle,
bon, elle reste entre parenthèses sur ces temps-là parce que, effectivement, je ne peux pas prétendre monter des échelons dans l'entreprise et tout en demandant à côté de ça d'être détaché à 50%, 60%. Faut être honnête, c'est pas gérable. Donc bon, après voilà, c'est bon, peut-être que ma carrière professionnelle ne sera pas au bout du bout, mais bon, au final. J'ai pas de. On va dire autant je sais ce que je vaux, je sais où j'ai envie d'aller dans le monde sportif et je veux atteindre mes objectifs et avoir peut-être la prétention de la reconnaissance du travail accompli. Autant bon, dans le côté professionnel, l'important c'est que mon entourage professionnel soit fier de moi et puis après on verra les opportunités qui se présenteront, mais pour ça je préfère pas me fixer de plan de carrière prédéfini. Alors je rebondis un petit peu sur la notion de choix qui a été évoquée par vous deux et par Nathanaël. C'est vrai que vous avez la chance de pouvoir vivre de votre sport et quand je vous entends dire ça vaut absolument tous les sacrifices de pouvoir avoir cette satisfaction de réussir dans son métier professionnel. Est-ce qu'on vous a un petit peu sensibilisé sur l'après justement au niveau des fédérations peut-être, des choses, des ateliers qui ont été mis en place pour vous dire attention, ça a une fin, faut prévoir l'après parce que après on se retrouve avec des témoignages comme Émilie où du coup elle se retrouve dans une situation où elle a été vraiment accomplie sur le plan sportif et derrière professionnellement sur la fin de sa carrière elle s'y retrouve pas. C'est vrai que quand j'écoute Carole, elle dit qu'elle est bien accompagnée, tout ça. On n'a pas du tout les mêmes fédérations parce que dans le sport automobile, pas du tout. On n'a absolument pas été sensibilisé à ça. C'est juste que, voilà, moi je sais les risques du métier, je sais que c'est très précaire comme métier aussi parce que moi, je sais que là j'ai jusqu'au Mans cette année en contrat, après je sais pas ce que je vais avoir. Si demain je suis pas bon, si... avec plein de si, c'est un sport très compliqué. Je peux me retrouver sans volant. Donc voilà, j'ai essayé de construire tout seul, mais c'est vrai que y en a beaucoup. D'ailleurs, ils n'ont pas fait d'études. Il y en a très peu qui ont fait des études dans ce sport parce qu'on part tellement souvent que c'est très compliqué de suivre et que tous les établissements scolaires, jusqu'au master d'ailleurs, du collège jusqu'au master, comprennent absolument pas. En disant, moi j'ai souvent eu des profs qui me disaient si t'es pas en cours, comment tu peux réussir? C'est pas possible. Si tu m'as pas écouté, c'est pas possible. Alors que moi je travaillais dans les avions, les hôtels, je m'en donnais les moyens, mais bon, il y a une prise de conscience à avoir aussi. Je veux dire, si on veut des sportifs de niveau, de très haut niveau en France et qui réussissent, il faut s'entraîner, il faut tout donner pour son sport. Et si on veut des sportifs qui, après leur carrière, aient un petit bagage on va dire technique avec un parcours scolaire, il faut les aider. Il y a pas de... donc voilà, moi j'ai pas vécu ça. C'est un petit peu comme Émilie, voilà. Moi si je me prends pas par la main tout seul, si j'ai pas cette prise de conscience, et souvent quand on est la tête dans le guidon, on l'a pas, parce qu'on pense vraiment à son sport à 100%, en fait on n'a rien dans mon sport. Carole Ludovic, peut-être des dispositifs À moi Alors, sur l'accompagnement, moi je pense que je vais parler du coup d'un sport collectif. Je pense que tout est fait pour que on n'ait pas de soucis. Donc on est très assisté encore une fois pour toutes les démarches, dans beaucoup de domaines. Et on entend depuis quelques années maintenant parler du double projet professionnel et sportif, et je trouve que ça c'est très bien, mais jusqu'à peu on n'en entendait pas parler, et en fait vous êtes là pour jouer, pour être performant, et finalement éliminer tout ce qui est autour de vous qui pourrait perturber en fait votre concentration et vous éloigner des objectifs qui sont les objectifs de l'équipe et du club.
sachant que les dirigeants, alors pas dans tous les clubs, heureusement, mais finalement, vous êtes la vedette du moment, tout est fait pour que voilà, vous soyez bien entouré. Et donc, le fait peut-être d'aller faire des études, d'avoir un environnement parfois qui juge pas toujours adapté, ne va pas toujours dans le sens de certains dirigeants de clubs. Donc moi je suis quand même assez contente d'entendre parler du double projet aujourd'hui et j'espère que c'est pas simplement d'entendre parler mais c'est aussi une réalité du terrain et qu'il y a vraiment des dispositions et des dispositifs qui sont mis en place pour accompagner justement ces sportifs dans leur réalisation. Parce qu'au-delà du fait de dire on prépare l'après-carrière et puis on prépare sa reconversion, il y a aussi le fait de se dire on va se réaliser, on va s'accomplir. Avant d'être un sportif, nous sommes des êtres humains. Et chaque être humain, en fait, a aussi son moteur et des choses qui lui permettent d'avancer. Et mon moteur à moi n'est pas le vôtre, il n'est pas celui de mes voisins, et chacun a son moteur. Donc, en fait, ce qui est important, c'est de trouver son moteur et de pouvoir avancer. Voilà, donc il faut aller chercher au fond de soi, il faut trouver les moyens, et c'est pas toujours simple, parce que, encore une fois, dans l'environnement en fait, sportif, tout est fait pour la performance dans son sport. Et chacun pense à son domaine de manière assez égoïste, en fait. Parce que finalement, un président de club, son objectif, c'est quoi? C'est que son équipe, elle gagne. Bon, alors après que la personne ait pu valider une année en études, ok, c'est certainement important, mais sa priorité à lui, c'est quand même que son club soit performant. Voilà. Et donc, il faut arriver, et j'aime bien la notion d'équilibre qu'évoquait Ludovic, c'est-à-dire arriver à trouver cet équilibre dans l'accomplissement, dans la réalisation de soi, entre effectivement sa vie, son domaine personnel, son domaine professionnel et son domaine sportif s'il existe. Alors bon, la réponse à la question, de toute façon, elle va être rapide. Après, je vais essayer de dévier pas trop longtemps. Donc de toute façon, moi, comme je disais, de toute façon, le discours il a toujours été simple. C'était tous mes dirigeants sportifs m'ont toujours dit tu fais tes études parce que de toute façon tu n'auras jamais de sous avec l'escrime. Bon, point. Comme ça déjà au moins on sait où on va, donc ça c'était bon. Après pour rechercher ce que disait Carole, c'est vrai que on a en France on est très attaché à cette culture du double projet, donc, effectivement qui est importante, à la différence de pas mal d'étrangers. Donc je sais pas comment ça se passe dans d'autres sports. Enfin, je vais juste parler au moins pour le terrain que je connais. Comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui je suis un des rares athlètes aujourd'hui amateurs dans ma discipline, face à beaucoup de professionnels. Maintenant, ils sont professionnels dans quelles conditions? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont pour faire des médailles à un instant T, forcément ils mettent des moyens et du coup ils y arrivent, et c'est bien pour ça qu'on malheureusement on est plutôt en perte de terrain actuellement. Mais en fait dans le détail, pour vous raconter une expérience, on est allé travailler avec les Chinois qui sont la nation qui roule sur tout le monde. Ils défoncent tout. Sauf qu'on a fait 10 jours à Shanghai, on a vu comment ça se passe. Ils sont tous dans un grand bâtiment, il y a des barbelés autour, il y a 2 gardes devant la porte et personne ne sort. Je pense que même si on me disait que on me dit tu vas être professionnel mais ça va se passer comme ça, non. Je préfère, tant pis, je reste amateur, mais bon, au moins j'ai mis mon épanouissement de mon côté et voilà, et tant mieux. Ce qu'on pu mesurer aussi, là je viens sur le côté vraiment des notions de handisport, c'est que alors, mis à part on va dire les modèles anglo-saxons et les italiens, qui sont un peu les deux seules exceptions. Pour le reste, actuellement, les pays qui nous font très mal sont, comme je vous le disais, la Chine et Ukraine, Russie, ces pays-là. Et du coup, pour être allé dans ces pays-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est que du coup, donc ces athlètes-là sont mis en avant
bien pris en charge, professionnalisé, avec de bonnes conditions, etc. Ils sont pas millionnaires, c'est pas la question, mais voilà, des bons niveaux de vie. Mais en opposition avec les personnes handicapées lambda qui crèvent la gueule ouverte dans la rue. Donc au final, nous on bénéficie d'une moins bonne mise en avant, mais à côté de ça, j'ai la chance d'avoir pu faire mes études, d'avoir un job, d'avoir ma vie de famille, et au final, je pense que on va dire en modèle de société, peut-être que certes là tout de suite on est un peu en galère sur les médailles. Maintenant je me dis pour le bien de la société, est-ce que c'est pas nous qui avons raison, quoi. Vous avez abordé tout à l'heure le sujet du contrat d'insertion professionnelle. J'aimerais revenir un peu sur ce point. De quelle manière vous êtes-vous inséré, en parlant peut-être de manière un peu plus profonde, dans le monde professionnel? Et sinon, quel est pour vous le meilleur moyen de s'insérer en tant que sportif de haut niveau dans le monde professionnel? Du coup, donc effectivement, ces conventions d'insertion professionnelle, comme on disait, elles permettent l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau en entreprise. Pour ma part, j'ai eu la chance de bénéficier de l'accompagnement de ma fédération, puisque à notre fédération handisport, nous avons la chance de disposer d'une personne dont son job, sa mission à temps plein, c'est de s'occuper de l'insertion professionnelle des athlètes de la fédération. Donc comme ça, c'est elle du coup qui est en relation avec le ministère, avec les employeurs, et elle m'a permis de trouver du coup une situation, un job, un emploi à Pôle emploi. Directement dès la sortie du diplôme, ça m'a permis d'être immédiatement lancé sur l'insertion professionnelle. C'est vrai que j'ai eu la chance, parce que c'est vrai que c'est une chance dans le contexte économique actuel, j'ai la chance je n'ai jamais connu un seul jour de chômage. Donc c'est vrai que c'est entre guillemets, c'est un luxe à l'heure actuelle quelque part. Et avoir la chance, d'autant plus que ces conventions d'insertion professionnelle sont la plupart du temps accompagnées en CDI. C'est-à-dire que on signe un CDI, tout ce qu'il y a de plus classique, sur lequel on adosse la convention sportive, et du coup, si pour une raison ou une autre, si le sportif arrête son activité sportive, ou si il est poussé dehors par une blessure ou des résultats insuffisants, peut-être qu'il va perdre son statut de sportif, mais au moins il est maintenu dans l'emploi, il garde son job de CDI sur lequel il était prévu. Donc ça c'est vraiment un excellent filet de sécurité pour les athlètes qui sont pas complètement largués d'un bout à l'autre si jamais ça se passe mal. Moi je dirais qu'il est important de faire des études pour un sportif, pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà ça va lui donner confiance en l'avenir. Il aura peut-être moins cette notion de précarité, il sera beaucoup plus sûr de lui. La deuxième, c'est parce que aussi ça lui permet d'avoir un équilibre par rapport à sa vie de sportif. Parce que vivre uniquement dans le sport, que pour le sport, et macérer uniquement dans cet environnement-là, le jour où ça va bien, où tout va bien, c'est super, mais malheureusement, ou du moins la réalité, est que ça ne va pas toujours très bien. Il y a aussi des hauts et des bas, il y a des moments de moins bien. Et je crois que cet équilibre-là, l'athlète, il le trouve aussi dans ses études, avec ses copains, étudiants, etc. Et donc, où là, il est confronté à d'autres problématiques de la vraie vie aussi. Donc, je pense que ça apporte cet équilibre-là, même par rapport à sa vie de sportif. Donc, je pense qu'au moins pour ces deux raisons, c'est important de faire des études. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas attendre d'être en fin de carrière, d'avoir terminé, pour se lancer dans la vie professionnelle. Je ne sais pas ce qu'a vécu la judokate, si c'est exactement son parcours, mais visiblement elle a attendu d'être en fin de carrière pour penser
à trouver un job, et on voit bien que même si elle a un bon niveau d'études, ça ne suffit pas, et qu'il ne faut pas attendre la fin, mais vraiment pendant sa carrière, commencer à planifier qu'est-ce qui va se passer après. Et encore une fois, ça donne confiance aussi, même pendant son activité de sportif, parce qu'on sait déjà que on est déjà au courant de l'après, on n'est pas frileux, on n'est pas tributaire non plus d'un employeur, parce que quand vous êtes dans un club et que vous êtes sportif, vous avez un contrat, vous allez avoir un contrat de travail. Ce contrat de travail, il a une durée déterminée. Donc, à un moment donné, ça va s'arrêter. Vous n'êtes pas sous le spectre de dire il va être reconduit, pas reconduit, si je suis blessé, si je suis moins performant, est-ce qu'on va me faire une proposition, est-ce que je vais toujours intéresser un club, pas un club, etc. etc. Donc je pense que tout ça contribue à l'équilibre de l'individu, ça contribue aussi à sa performance dans son domaine sportif, et ça lui donne vraiment confiance, ça renforce vraiment sa personnalité. Pour ma part, moi je pense que, en tout cas dans mon sport, parce qu'il y a, évidemment que ça existe, mais on nous en parle pas en fait. Moi j'ai jamais entendu parler de ça, en tout cas ma fédération m'a jamais parlé de ça, m'a jamais aiguillé. Mais je pense que, pour moi en tout cas, c'est de travailler dans l'automobile entre guillemets, parce que comme tu disais, dans ce milieu-là, on est connu entre guillemets, donc ça ouvre des portes, on a un bon réseau, et du coup, faut surfer un peu sur le truc. Mais pour en revenir à ce que tu disais sur l'école, moi, je pense que j'ai été bien entouré au niveau familial. J'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui me disent non mais tu feras pas de sport de haut niveau si tu vas pas à l'école. De toute façon, c'est l'école en premier. Donc voilà, moi c'était obligé déjà que ça marche à l'école, parce que sinon j'allais pas sur les courses, en tout cas au début en karting. Donc ça c'est déjà, on va dire, une certaine éducation à la base, où j'ai eu cette chance là pour me construire en dehors du sport. Et puis il y a cette notion aussi, le sport auto, en tout cas jusqu'à la F1, tout ça, c'est un monde qui est complètement déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que quand on est dans ce monde-là, on ne se rend pas compte de ce que c'est la vie de tous les jours de quelqu'un qui va à l'école, justement, d'un étudiant normal. Et pour moi, ça m'a apporté de redescendre un petit peu les pieds sur terre. Je pense que sinon, ça aurait été très très compliqué. Et justement, ça m'a apporté cet équilibre qui m'a permis de ne pas trop m'enflammer non plus. Voilà, je suis premier fait aujourd'hui, donc... et puis de se dire voilà, c'est ça la vie réelle, c'est ça la réalité en fait, et c'est super, hein. Enfin, pour moi voilà, c'était vraiment deux mondes complètement différents, et voilà, et pour moi c'était justement un bon équilibre, et qui m'a permis peut-être aujourd'hui d'ailleurs d'avoir des contrats avec les équipes actuelles, parce que je suis dans un sport d'endurance où je partage ma voiture avec d'autres pilotes, où il y a besoin d'une certaine communication, où c'est un sport un petit peu moins individuel, même si évidemment on veut être le plus rapide de la voiture, mais on a besoin de gagner en équipe. Donc là, ça rejoint un petit peu les sports co, et il faut une certaine mentalité, et je pense que ça, je l'ai trouvé peut-être pendant mes études. On va faire une petite transition, il y a un certain nombre de questions qui sont arrivées sur la plateforme. Du coup, pour rebondir sur vous avez parlé notamment des études. Il y a une question qui a été posée. Pensez-vous qu'on laisse suffisamment de temps d'étudier en parallèle de leur activité à haut niveau? Et selon vous, quel rythme est idéal pour allier sport de haut niveau et réussite scolaire? En fait, moi je dirais que ça dépend des sports, tout simplement. Il y a des sports où il y a peut-être moins de déplacements que d'autres. Je pense, voilà, si on fait un championnat de France par exemple, où il y a énormément de professionnels dans le football, dans le rugby, dans le basket, dans le handball, enfin il y en a plein. On se déplace en France. Maintenant, si c'est un sport où il faut se déplacer dans le monde entier, ça prend déjà beaucoup plus de temps. Donc évidemment, l'aménagement ne sera pas le même quand on part une semaine ou quand on part 2 jours, c'est pas pareil. Quand on doit s'entraîner à l'autre bout de l'Europe, ou si on doit s'entraîner chez soi, c'est encore différent. Donc chaque cas est différent.
En tous les cas, en tout cas c'est ma perception des choses dans le sport, si on veut réussir dans le sport, il faut se donner les moyens de réussir, et c'est-à-dire passer le plus de temps possible à l'entraînement, parce que plus on s'entraîne, c'est comme plus on étudie, et plus on acquit des connaissances, etc. Donc évidemment, plus le programme est aménagé, est bien aménagé, et plus on peut réussir dans le sport. Après, voilà, il y a certaines... Ça, c'est un sport, je parle du mien, mais je sais que j'ai des amis qui sont dans le foot ou dans le rugby, eux, ils sont hyper cadrés, ils pensent à rien, c'est vrai, ils n'ont pas besoin de penser à tout ça, et pour eux, voilà, ils arrivent à réussir parce que c'est bien encadré. Mais il y a peu de sports comme ça. Oui, comme disait Daniel, c'est vraiment très dur de répondre, et puis c'est très dépendant de quel sport on pratique, qu'est-ce qui se passe. Donc, il n'y a pas de rythme idéal. Moi, surtout, je pense ce qu'il faut faire attention, c'est surtout, je pense, chez un enfant, de pas brûler les étapes, pas sursolliciter sportivement un enfant ou un ado qui est en croissance, tout simplement. Faut pas que ça porte préjudice là-dessus. Après, non, il n'y a pas de rythme idéal, mais j'aurais dire le bon rythme, c'est réussir à mener ses études, et que chaque temps mort ne soit pas un temps mort, mais soit consacré à la pratique sportive. Mais du coup, ça permet de garder la priorité aux études pour les mener au mieux, et après, du coup, à côté de ça, la vie sportive se développe le mieux possible, quoi. Oui, moi je ne veux pas ajouter grand-chose, je dirais juste peut-être que chaque cas est individuel, et qu'il faut peut-être regarder la situation au cas par cas, en fonction de la capacité déjà de l'individu à travailler, ses capacités à engranger en fait les cours, et sa capacité de travail individuelle en dehors des cours, et puis son niveau dans le sport. Donc c'est vraiment à doser, je pense, au cas par cas. Alors une question qui a rien à voir, mais qui est toujours... Alors celle-ci pour Nathanaël. Combien de temps de travail représente par semaine ton activité d'entrepreneur ? C'est assez variable. Je dirais que moi, j'ai pas vraiment d'horaire, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir travailler à distance assez facilement, avec les mails et le téléphone. Donc évidemment, je me sers de ces outils. Et puis il faut aussi bien s'entourer. J'ai plusieurs structures, et pour chaque structure, il y a quelqu'un en place qui gère très très bien. Faut pouvoir aussi faire confiance. Mais en termes de temps, c'est assez compliqué. C'est tout le temps, en fait. Je ne saurais pas comment expliquer. Il n'y a pas vraiment de nombre d'heures. C'est du travail, je le fais. Il y a des priorités, ma carrière sportive est évidemment en priorité. Après, quand je libère du temps en dehors de ma carrière, évidemment, je le passe pour telle ou telle activité annexe. Et puis, mais j'ai la chance de faire ce que j'aime, et c'est ça en fait la motivation tous les matins. J'ai créé, en tout cas, je me suis lancé dans des entreprises qui me plaisent, avec des sujets qui me plaisent, et donc du coup, cette chance de ne pas avoir l'impression de travailler parce qu'on fait ce qu'on aime, je compte pas mes heures. Moi, j'aurais une petite question. Je pense que beaucoup se la posent. Est-ce que vous pensez que votre nom vous a ouvert des portes, parce que vous vous êtes créé un nom par votre carrière sportive? Donc vous trois, est-ce que vous pensez que ça vous a ouvert des portes et des opportunités? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont venues vous chercher ou pas? Voilà. Et quand vous vous présentez, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez que vous êtes un simple sportif, ou vous avez quelque chose à apporter à l'entreprise, et que vous aussi, vous pouvez apporter des compétences à une entreprise?
Alors moi déjà je pense que le sport c'est une très très belle valeur. Je suppose qu'il y a pas mal de sportifs dans la salle, j'espère. Et sinon voilà, je pense que ça, dans le sport en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de leçons de vie. Il y a énormément d'échecs pour très très peu de victoires. Donc déjà ça apprend un peu la vie entre guillemets et ça fait relativiser. Et après voilà, par rapport à, c'est ce que je disais, le sport auto en tout cas. Pour ma part, par exemple, hier, j'étais consultant pour Eurosport. Des fois, je suis consultant pour TF1 aussi. Les m'appellent pour ma qualité de consultant dans l'automobile. Mais je fais aussi des conférences pour des sociétés qui m'appellent, des gros groupes, des grosses sociétés qui ont envie en fait, de faire le parallèle entre le sport de haut niveau et l'entreprise, parce que en dehors, je ne vais pas faire un long discours, mais en dehors du fait que le sport auto, ça nécessite en fait une grosse organisation avec du personnel pour évidemment, moi dans mon équipe du Mans, il y a 300 personnes pour faire rouler 2 voitures. Donc évidemment, c'est une grosse entreprise, enfin c'est une grosse PME on va dire, et du coup, il y a certaines valeurs qu'on retrouve dans ce sport que certaines entreprises cherchent. Et justement, le fait d'avoir fait des études et de dire, voilà, j'arrive entre guillemets un petit peu à m'exprimer, ça plaît aux entreprises et ils m'appellent pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, pardon, petite question après. Excusez-moi. Allez-y. Oui, après le nom, on va dire ouvrir des portes d'entreprise, honnêtement non. J'ai pas eu, on m'a pas proposé de job en tant que tel, pas parce que je m'appelle Ludovic Lemoine, pas ça. Après, je pense que, mais pour le coup, je pense que effectivement, par contre, comment dire, je pense c'est surtout c'est que le savoir-être du sportif, je pense c'est sa meilleure arme, et c'est justement en mettant en avant justement toutes les qualités de persévérance, de remise en question, d'écoute, de travail d'équipe, tout ce qu'on peut mettre dedans. Sur lequel on peut faire beaucoup de parallèles avec le monde de l'entreprise. Donc ça fait que j'ai eu la chance que les entretiens d'embauche que j'ai réalisés se sont à chaque fois très bien passés. Mais pour autant, on n'est pas venu me chercher spécifiquement. Donc pour ces aspects-là. Et à côté de ça, pour les sollicitations, à dire annexes, ça m'est arrivé, je sais plus, 1 ou 2 fois de faire des conférences en entreprise. Sinon, pour le reste, honnêtement, non, les sollicitations sont quand même inexistantes, il n'y en a pas spécifiquement, hormis pour le coup, on a beaucoup de cas, des écoles, des collèges et tout qui sollicitent, ça pareil, je pense, quand je suis rentré de Rio, je pense que j'aurais pu faire 3 fois le tour des écoles de Clermont, elles m'ont tout appelé, mais pour ce qui est, on va dire, de vendre son parcours et tout, ça par contre, non, c'est pas vers moi qu'on a approché. Moi, je pense que ça facilite un premier contact, un premier échange. Mais j'ai envie de dire, un chef d'entreprise, de toute façon, c'est quelqu'un qui va pas s'arrêter ou va pas vous engager parce que vous êtes sportif de haut niveau. Je veux dire, ça, c'est il va peut-être s'intéresser à vous comme ça de premier abord. Après, derrière, ce qui va intéresser, c'est vos compétences et votre capacité à délivrer, ce que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Donc ça, il ne faut vraiment pas se méprendre là-dessus. C'est pas parce que vous avez un nom que vous allez être embauché. C'est pas parce que vous avez été bon dans le sport que vous allez être bon dans l'entreprise. Par contre, je rejoins complètement les propos de Nathalie quand il dit qu'effectivement, on peut tout à fait comparer le monde de l'entreprise et le monde du sport, parce que je pense qu'il y a tellement de parallèles entre les deux, de comparaisons possibles, de valeurs également. Donc oui, là, c'est effectivement
la similitude est importante. Et effectivement, le sportif, là-dedans, s'y reconnaît aussi, parce que il y a un partage de valeurs. Oui, une question et une petite réaction sur ce que vous avez dit. Il y a des choses très très vraies, parce qu'on le voit, nous, en termes de formation, où on a des sportifs de haut niveau, de très haut niveau, professionnels, et quand on essaye d'aménager une maquette de formation pour des étudiants qui ont des difficultés, on lit dans les mails, elle doit être présente, la personne, à telle date, telle heure, et nous vous remercions d'adapter vos maquettes de formation à son rythme. Sauf qu'on a à peu près 80 ou 100 autres étudiants qui ne sont pas dans ce rythme-là, et c'est matériellement impossible. Alors, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est les universités américaines, elles obligent leurs élèves, leurs étudiants à graduer avant de rentrer sur le monde professionnel dans les sports comme le basket, le foot américain, le hockey, le baseball, etc. Et c'est peut-être là aussi une piste intéressante. Mais moi je pense qu'il y a, dans ce que vous avez dit, c'est intéressant parce qu'il y a des carrières comme Ludovic qui continuent et qui envisagent dans le futur d'être toujours dans les Jeux paralympiques. Nathanaël qui a une carrière de pilote de course où l'âge est peut-être presque un avantage en avançant dans l'âge parce qu'on a de l'expérience, de la maturité. Et puis Carole qui a fait un sport violent comme le basket où c'est traumatisant pour le corps et la jeunesse pousse très vite derrière. Et là, je me dis que peut-être les problématiques de reconversion, elles sont différentes selon les sports qu'on fait et qu'elles sont avant tout de la responsabilité des clubs qui envoient délibérément pour certains des sportifs au casse-pipe dans leur vie professionnelle derrière en ne les obligeant pas à se former et se préparer à cette reconversion. Qu'est-ce que vous en pensez tous les trois? Ça médusé. Moi je pense des clubs ou des fédérations, c'est pareil, tout dépend de la politique menée dans la fédération ou dans le club. Sûr que on parle pas du tout de la même chose que ce soit dans quand on parle de club, je sais pas, je dis n'importe quoi, je dis l'ASM parce qu'on est à domicile, ou ça pourrait être n'importe quoi, mais de dire un club, voilà, vraiment qui est un mastodonte, qui a vraiment son propre fonctionnement, et je prends mon club d'escrime ou qui mène sa barque avec une petite centaine de licenciés où les gens viennent de 18h30 à 20h30. Et voilà, on n'est pas du tout sur les mêmes notions. Donc c'est pas... c'est dur de faire parallèle. Après c'est vrai que justement, je crois que ce sont des sujets qui sont en cours de réflexion où, de ce que j'entendais dire dans le rugby, c'était amener les jeunes à aller de plus en plus uniquement vers le sport et plus vers et ne plus vers le double projet, et maintenant que c'est en train d'en revenir. Mais après là pour le coup ce sont vraiment des sujets, des infos que j'ai pas spécifiquement, quoi. Je pense qu'au départ toute personne doit être acteur. Je veux dire acteur dans son développement, acteur dans son avenir, et donc déjà doit être force de proposition, doit avoir une vraie volonté, une vraie envie. Alors après, l'individu seul ne peut pas tout, il faut bien évidemment qu'il soit aidé. Il évolue effectivement dans des structures. D'abord, il y a la structure club. Effectivement, si on prend l'ASM Rugby aujourd'hui, et je parle du rugby professionnel, je sais qu'ils sont très fortement accompagnés, mais là on est presque sur du sur-mesure, c'est-à-dire que c'est à l'individu. Voilà, mais on accompagne l'individu dans son projet professionnel, on lui donne les moyens de réussir et d'avoir autre chose que uniquement le rugby. Alors bien évidemment, c'est à la carte, parce que en fonction des matchs, en fonction des entraînements, en fonction des déplacements, ceux qui sont sélectionnés ou pas, il y a des périodes qui sont plus ou moins favorables dans l'année. Donc après, effectivement, être en capacité à proposer du sur-mesure à un individu, c'est compliqué. Ça, c'est évident. Donc c'est vrai que le club a un rôle important de permettre à son joueur
de se réaliser en dehors du sport et de l'aider et de l'accompagner, de se préparer. En même temps, il y a aussi toute cette dynamique d'équipe et donc il ne peut pas non plus le faire pour tout un chacun. Donc c'est vrai que c'est un vrai sujet, une vraie problématique. Je ne sais pas si on a vraiment une réponse aujourd'hui à apporter, parce que justement cet équilibre-là, il est très compliqué à trouver, mais par contre il est fondamental. Pour recommencer. Bon, c'est un petit coup de gueule de la soirée, hein, mais bon. En fait, moi j'ai mal vécu ma scolarité parce qu'on m'a pas forcément aidé, en tout cas les institutions m'ont pas forcément aidé. Quand j'ai passé concours passerelle pour les grandes écoles de commerce, ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais parce que le lycée était plus compliqué encore. Mais j'avais eu toutes les écoles, donc c'était bien, j'étais très content. Donc j'ai passé, je suis allé dans les grandes écoles, etc., etc. Et évidemment à Clermont, où pour la logistique c'était bien. Et puis à l'époque il y avait un monsieur qui était très bien à l'école. Malheureusement il est parti pour une autre école. Et on m'avait promis, voilà, bah on aimerait beaucoup t'avoir, c'est bien, etc. Évidemment, l'école médiatise sur ses sportifs, mais justement, je pense qu'en contrepartie, le fait de, justement, le sportif va apporter, on va dire, un certain cachet à l'école. Encore aujourd'hui, l'école en parle en disant, voilà, nous on accueille les sportifs, on peut adapter, on peut aménager, etc. En fait, dans les faits, il faut le faire si l'école le dit. Je pense que c'est ça, il faut s'en donner les moyens. Sinon, l'école, faut pas dire ça aux sportifs, parce que le sportif, lui, il a besoin d'être épaulé, en fait. Il se concentre, lui, dans son sport. Les études, c'est son choix personnel, mais honnêtement, moi, il y a plein de fois où j'ai voulu arrêter les études, parce que, justement, les institutions m'ont jamais vraiment aidé. Il y a certaines personnes, évidemment, qui l'ont fait, mais voilà, je pense que c'est à l'école, surtout, de prendre conscience que voilà, si on dit à un sportif de venir, qu'on connaît, parce qu'évidemment il y a des échanges avant, on sait ce que le sportif a besoin, il ne faut pas dire ça au premier rendez-vous et puis ensuite après, dès que le sportif a besoin, le laisser tomber. Je pense qu'il faut l'accompagner et après le sportif sera très content de rendre à son école ce que l'école lui a donné. Du coup, est-ce qu'il faudrait mieux accompagner moins de sportifs, mais mieux, ou plus de sportifs, mais connaissant le contexte économique actuel, où la restriction budgétaire est de mise? Après, je pense pas que... à ma période, il n'y avait pas 150 sportifs de haut niveau. Donc à un moment donné, si l'établissement est capable d'assurer le suivi de quelques élèves, dans ce cas c'est très bien. Si l'établissement n'est pas capable, qu'ils le disent à l'élève. C'est pas grave, il ira dans une autre école. Moi, pour ma part, je pouvais aller ailleurs. J'ai choisi de rester ici parce que j'adore ma région, j'aime bien ma ville, j'étais implanté, j'étais bien ici. J'avais pas envie de partir, mais si j'avais pas pu faire mes études, si l'école m'avait dit que ça se passerait comme ça s'est passé, on me rajoutait du travail. C'est ça qui est fou. J'avais pas le temps de faire des choses, mais j'étais pas un étudiant normal en fait. On me demandait plus qu'un étudiant normal. Donc c'était très très dur. Et moi je l'ai mal vécu en tout cas. Je voulais aller au bout parce que voilà, c'est ma mentalité à moi. Je déteste l'échec, donc je voulais absolument réussir à valider mon diplôme, ce que j'ai fait. Mais très honnêtement, je l'ai mal vécu. Il faut accompagner les sportifs. Un avis, Ludovic ou Carole? Faut-il mieux accompagner moins de sportifs, mais de manière peut-être plus intense, ou l'inverse? Je ne sais pas si c'est mieux, ou si le choix 1 ou le choix 2 est mieux en tant que tel. Ce que je sais, c'est que, alors pas forcément en termes d'études, mais vraiment pour l'accompagnement global, aujourd'hui, très clairement, la politique actuelle sportive en France qui se dessine, c'est le premier choix, c'est vers moins de sportifs pour mieux les accompagner. Clairement, c'est le choix qui est fait auprès de la plupart des instances ces dernières années.
Après, est-ce que c'est... Enfin, c'est que actuellement, enfin, on voit que les tableaux des médailles des dernières échéances sportives montrent que enfin, c'est un choix pour l'instant qui s'avère payant. En ce qui me concerne, pour mon opinion personnelle, sur le long terme, je sais pas si voilà, comment ça va payer après, parce que le jour où ces athlètes qui ont été très bien accompagnés s'arrêtent, est-ce que derrière ça a été anticipé pour la suite? Et c'est ça c'est là qu'il faut pas se louper, quoi. Moi, je ne sais pas si on en accompagne moins, si on va mieux les accompagner. Moi, je dirais qu'il faut les accompagner. Justement, pour rebondir là-dessus, vous nous offrez un panel extrêmement large du sport de haut niveau. Vous êtes dans des disciplines bien différentes, avec des problématiques différentes. Pour vous, quelles devraient être les étapes de l'accompagnement dans la vie du sportif pour lui permettre justement de préparer son avenir tout en assurant sa carrière professionnelle? Que ce soit dans le cadre scolaire ou dans la reconversion, pour vous, quelles devraient être les étapes? Je vous assomme, c'est la dernière question. Encore une fois, ça dépend du besoin du sportif. C'est-à-dire que si je prends mon exemple personnel, j'ai eu des saisons où je passais, alors c'est très compliqué, il faut trouver le temps, etc., mais où j'étais presque 300 jours en dehors de chez moi. Donc là, comment on fait en 50 jours pour passer ses diplômes? Donc là, c'est une problématique assez... c'est difficile à résoudre. Donc moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu la possibilité justement de faire la dernière année en 2 ans. Donc évidemment, ça laissait plus de place. Par contre, j'ai eu certains profs. Au lycée, on me disait, bon, t'auras jamais ton bac. Bon, c'est pas cool. Non, faut accompagner, faut positiver. Et j'ai eu mon bac. Et c'est pareil pour le master. Tu ne peux pas avoir ton diplôme si tu ne viens pas en cours. Ben ouais, mais en fait, si j'ai envie d'avoir mon diplôme, si je vais travailler pour l'avoir, faut juste m'aider, au moins me donner les cours, c'est sympa, parce que souvent c'était pas le cas. Et donc j'étais obligé de demander à un élève, 2 élèves, 3 élèves. Au bout d'un moment, les élèves ils en ont marre de les donner, c'est normal. Donc c'est au professeur de jouer le jeu, c'est au directeur d'école de prévenir les professeurs justement que c'est un élève un peu particulier parce que il a un petit peu moins de temps que les autres pour venir en cours. C'est pas parce qu'il a envie de pas venir en fait, c'est pas parce qu'il a envie de sécher les cours, c'est juste parce qu'en fait il a un autre projet à côté qui est aussi sympa et qu'il a envie de se construire à côté au niveau scolaire. Donc c'est vraiment cas par cas, c'est une discussion en fait, c'est lourd je sais pour l'établissement, mais encore une fois après les établissements ils sont contents de marketer le sportif, donc faut l'aider jusqu'au bout. Et professionnellement, du coup, dans la reconversion, vous êtes entrepreneur, vous, peut-être. Il y a des dispositifs, justement, Ludovic parlait, on proposait, notamment aux sportifs à l'INSEP, des ateliers sur l'entrepreneuriat. Peut-être c'est des points à améliorer pour le futur des sportifs? Oui, sans doute. Après, moi, je me suis débrouillé tout seul, là-dessus. Encore une fois, mon diplôme m'a servi. Donc, si je suis allé à l'école, c'est parce que j'ai envie de faire quelque chose après aussi. Et voilà, j'ai appris à l'école parce que c'est une bonne école. Mais moi, j'ai jamais vraiment entendu personne. Il y a personne qui m'a tendu la main en me disant tiens, pour ton futur, il y aura ça ou ça. C'est jamais arrivé. Okay. Déjà, je pense qu'il y a un problème culturel. C'est dommage, regrettable qu'un athlète doive choisir entre sa carrière sportive ou bien une carrière d'étudiant, enfin de faire ses études et puis par la suite sa vie professionnelle. Je pense qu'en fait finalement il faudrait peut-être banaliser ça et en se disant il faut faire les deux, il faut l'aménager aussi dans l'emploi du temps du sportif, il s'entraîne, il a une diététique, il a etc. Il a aussi ses cours, il y suit, voilà. Alors après tout sportif n'a pas forcément non plus envie de faire des études aujourd'hui. Donc il faut peut-être effectivement se consacrer sur ceux qui le souhaitent et les accompagner le mieux possible en ayant, j'ai envie de dire, un peu de tolérance, parce que c'est vrai que malgré tout le sportif, une fois qu'il a fini ses cours, quand même il a autre chose qui l'attend, il a un entraînement, il a des échéances, on lui demande aussi toujours plus
Et donc, je pense qu'il y a un accompagnement psychologique vis-à-vis d'un athlète ou une attitude, j'allais dire, du corps enseignant vis-à-vis d'un athlète qui doit être un peu différent d'un individu peut-être qui n'a pas cette vie-là. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas qu'il l'ait pas non plus vis-à-vis des autres élèves. J'allais dire, il y a des moments aussi où un athlète, il est au creux de la vague, parce qu'on voit toujours quand tout va bien, mais il est aussi au creux de la vague. Il y a aussi des échecs, il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de doute. Et dans ces moments-là, l'enseignant, il ne faut pas qu'il finisse de l'enfoncer la tête sous l'eau, parce que justement, quand il vient en cours, ça lui permet justement des fois de se redresser et de relever la tête. Donc il a un rôle bien plus important qu'il ne pense vis-à-vis d'un athlète. Ouais, moi je dirais juste pour rejoindre un peu sur l'expérience de Nathanaël, qui fait que dans les études, effectivement, voilà, je bénéficiais d'autorisation d'absence pour des cours ou des rattrapages de partiels quand nécessaire. Par contre, le fait, c'était que, comme tu dis, effectivement, on a raté tel cours, faut demander à un copain de les filer. Donc, pareil, effectivement, un copain, il le fait une fois, 2 fois, 3 fois. Normalement, c'est bien compliqué. Et en plus, je sais que ce qui n'est pas évident aussi, c'est quand il y a dans le cursus, il y a eu beaucoup de travaux en groupe. Avec des oraux à faire en groupe, des rapports à faire en groupe, sont organisés. Le fait de ne pas pouvoir être là, d'avoir jamais le temps, du coup c'est sûr que c'est pas évident de trouver des camarades compréhensifs, et puis même s'ils le font de toute bonne volonté, quand on a je sais plus combien j'ai pu en faire des travaux de groupe, mais il y en a eu beaucoup, pour du coup trouver une échéance, trouver une date qui se décale, faire décaler 5 camarades uniquement parce qu'on a eu compète ce jour-là ou quoi que ce soit, on culpabilise, quoi. Donc ça rajoute encore un poids supplémentaire à tout ce qu'il y a à subir dont on se passerait bien, quoi. Donc c'est là-dessus. Voilà, je sais pas, j'ai pas la formule magique là comme ça à l'instant, mais voilà, c'est des choses à creuser, quoi. Pour le peu de temps qui nous reste, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Bonsoir, alors moi j'ai une petite question. On parle effectivement de double projet, de projets à l'école de commerce, à l'IAE, des gens qui ont fait des études. Tout à l'heure, Carole évoquait, il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de faire des études, ou des gens qui vont les avoir mis un peu de côté, ou avoir des projets peut-être plus techniques ou professionnels. Est-ce que ces gens-là, il n'y a pas un accompagnement possible? Parce que pour le coup, souvent ces personnes, ça va être des gens qui vont se consacrer sur le sport, parce que peut-être qu'effectivement dans cette partie-là ils vont être performants et du coup ils vont être reconnus, laisser un petit peu de côté les études, et c'est des gens qu'on va retrouver en problématique de reconversion en fin de carrière. Quand vous évoquiez qu'effectivement il y a plus de 40% des sportifs qui sont en dessous, des sportifs de haut niveau qui sont en dessous de 500 € par mois, c'est ces gens-là qu'on va retrouver sur le bas de la route en fait. Est-ce que c'est pas sur ces gens-là aussi qu'il faut miser et accompagner à la reconversion et au projet pour l'après-carrière? Je pense qu'on peut accompagner les sportifs finalement à différents moments de sa carrière. Donc j'évoquais tout à l'heure un problème culturel qu'on a globalement en France, j'allais dire sur le système éducatif, de dire finalement on n'a pas à choisir, ça serait bien de ne pas avoir à choisir. Il y a effectivement l'accompagnement pendant, pour le cas où la personne choisit effectivement de faire des études et de faire du sport de haut niveau. Et il y a effectivement peut-être pour ceux que vous évoquez qui sont restés un peu au bord de la route et qui ont fait leur carrière professionnelle, et puis finalement à la fin ils restent un petit peu en marge, et ceux-là ils ont effectivement certainement besoin d'aide. Là on est peut-être sur un accompagnement qui est un peu différent. Parce qu'ils ne se trouvent pas au même moment en fait, que d'autres étudiants, mais effectivement c'est une bonne idée de pouvoir se positionner également vis-à-vis de ce public-là. Pour du coup une entrée sur le marché du travail assez imminente.
Et là, il y a un réel besoin, et on tombe sur des sportifs qui sont plus disponibles, qui sont plus à l'écoute, et qui sont demandeurs parce qu'ils vont devoir rentrer dans la vie active. Ça va être une question importante pour eux, pour vivre tout simplement. Donc là, pour le coup, vous allez avoir un public très motivé, j'ai envie de dire, parce que vous allez leur apporter ce dont ils ont besoin et qui va se concrétiser très rapidement. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Vous souhaitez réagir peut-être, vous aussi? Ouais, rapidement, je pense que c'est vraiment là un rôle très important des fédérations, pour le coup. Moi, comme je disais, du coup, c'est que moi, j'ai eu la chance d'avoir une personne de fédération dédiée pour l'accompagnement des sportifs, pour avoir échangé plusieurs fois, différents sportifs de tous horizons. Aucun sportif ne m'a fait part qui bénéficiait d'une personne au sein de sa fédération qui occupait le même poste pour aller accompagner les athlètes. Donc je pense que ça c'est pour le coup un vrai point fort de notre fédération d'e-sport, mais je pense qui pourrait être à retranscrire auprès des différentes fédérations valides pour accompagner les athlètes comme ça en fin de carrière. Vous souhaitiez réagir ou on passe une dernière question? Merci d'être venus. Pour ceux qui sont restés, vous avez bien fait de rester, parce que vous allez repartir avec une boisson. Donc n'oubliez pas votre boisson Overraid, une boisson, on va dire, santé, bien-être, des vitamines, des minéraux, tout ce qu'il faut pour bien étudier. Voilà, c'est juste sur la table en sortant. Eric, le mot de la fin. Si on pouvait faire une petite conclusion de tout ce qui a été dit, on pourrait dire que l'avenir des sportifs de haut niveau passe par l'accompagnement à chaque étape de la vie du sportif, que ce soit durant la formation, durant la carrière, et même anticiper du coup la post-carrière, l'après-carrière. Je voudrais remercier donc les intervenants qui sont gentiment venus ce soir. Merci beaucoup. Merci à vous, le public, d'être venus. Je sais qu'il y a des partiels pour beaucoup en ce moment. Et on remercie aussi nos partenaires, sans qui pas mal de choses n'auraient pas pu se faire ce soir. Merci beaucoup. Alors, alors, si je dois faire une réaction à chaud, il faut tout d'abord un accompagnement pendant et après la carrière. Il faut aussi savoir qu'une carrière professionnelle, telle que pour les sportifs, c'est une carrière éphémère et donc il faut penser à l'après-carrière. Voilà, sinon ce fut très enrichissant. Ça a répondu à tes questions globalement ou Oui, tout à fait, je me posais des questions et donc ils ont su me répondre, chaque intervenant, donc c'était super. Super, merci. Et toi Simon? Très enrichissant également, ils ont tous vécu un petit peu différent en fonction de leur carrière, donc qui nous fassent part de leur expérience, des difficultés qu'ils peuvent rencontrer, etc. C'était très intéressant et enrichissant, donc très belle conférence. Ouais, c'est super sympa. Disons que ça permet d'échanger des avis avec des sportifs, de voir les avis des sportifs de différents domaines. Et ils sont tous bien différents, donc c'est super intéressant en fait, parce que ils se complètent en fait les uns et les autres. Et ils ont des parcours totalement différents aussi. Donc du coup, c'est vrai que c'est sympa parce que ça permet de faire un sujet vachement complet en fait. Avec les différents parcours et voir éventuellement les besoins de chacun. Donc non, c'est super et je pense qu'il faudra en faire plus souvent pour permettre aux gens d'avoir une vision peut-être différente aussi des sportifs de haut niveau et de faire un petit peu aussi ouvrir les esprits. Super, merci. Moi, j'ai trouvé la conférence très intéressante. Surtout, ce qui était vraiment un point fort, je pense, c'était d'avoir une vraie diversité en fait des intervenants, puisqu'ils venaient de sports en fait très différents. Il y avait à la fois amateurs, professionnels, et puis des personnes qui étaient aussi Ludovic, qui est donc athlète paralympique. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'avoir un panorama assez large de ce point de vue-là. Voilà, donc bravo. Merci beaucoup.